Gadel 24 News, il est 19h. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité. Raza plus sanglante que jamais au 28e jour depuis la reprise de l'agression génocidaire sioniste sur la bande. Le bilan s'élève à 50 983 martyrs et 116 274 blessés. Les familles palestiniennes contraintes à se déplacer encore et encore, l'occupation sioniste ordonnant aux habitants de Khan Younes à évacuer la zone en raison d'une attaque imminente. Frappes américaines contre les Houthis du Yémen, une nouvelle attaque fait au moins 7 martyrs dans le gouvernorat de Sanaa. Fin des travaux de la 5e commission mixte algéro-éthiopienne. Le chef de la diplomatie rencontre le président et la vice-présidente de la commission de l'Union africaine pour discuter des défis auxquels fait face le continent. Alger et Addis Abeba réaffirment leur soutien aux droits du peuple sahraoui à l'autodétermination. Et enfin, victoire écrasante du général Brice Oligui Nguema aux présidentielles gabonaises. Élu avec plus de 90% des voix, il dirigera le pays pour les 7 prochaines années. Bonsoir à toutes et à tous. Les missiles sionistes continuent de tomber sur Raza comme de la pluie. Ce lundi, au moins 8 Palestiniens, dont un membre de la défense civile palestinienne et son enfant, sont tombés en martyrs, tandis que plusieurs autres ont été blessés. Parmi eux, des bébés dans une frappe aérienne sioniste sur la ville de Khan Younes, au sud de l'enclave palestinienne. Vous l'aurez compris, la machine de guerre sioniste continue de brasser les vies des civils palestiniens. Au moins 6 autres personnes sont tombées en martyrs, en plus de nombreux blessés enregistrés suite à un bombardement de l'occupation sioniste sur le quartier d'At-Tufah, à l'est de la ville de Raza. La liste des martyrs à Raza ne cesse de s'allonger depuis octobre 2023. Le bilan s'est alourdi ce lundi à 50 983 martyrs et 116 274 blessés. Selon les autorités palestiniennes de la santé, les corps de 39 martyrs, dont des enfants, et 118 blessés sont arrivés dans les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures, portant à 1613 le nombre de morts depuis le 18 mars, date de la reprise de l'agression sioniste. Et en plus des dizaines de milliers de martyrs déclarés, il faut tout de même noter que des milliers de corps restent toujours ensevelis sous les décombres. Difficile pour les Palestiniens et même pour les équipes de la défense civile de Raza de les extirper, et ce par manque de moyens et sous les bombardements sionistes. Sohila Kilal. Le cri de détresse d'un père, impuissant face à l'atrocité de la situation. Comme lui, ils sont nombreux à rechercher les corps de leurs proches, coincés sous les décombres. Mais comment les atteindre sans matériel ? La force des bras, elle seule, ne fait malheureusement pas le poids devant les tonnes de gravats, de béton et d'acier. Nous n'avons pas le matériel nécessaire pour sortir nos enfants, sinon nous les aurions sortis et enterrés. Il y avait environ 40 personnes à la maison. 27 membres de ma famille sont morts sur le coup. Toute la famille a disparu. Nous avons sorti une dizaine de membres de la famille Abou Hamcha et il en reste encore 30 à 35 sous les décombres. Nous continuons à chercher. Malgré les difficultés et la pénibilité de cette tâche colossale, les Razaouis ne ménagent pas leurs efforts. À main nue ou à l'aide de simples pelles, ils tentent heure après heure de creuser des brèches pour pouvoir atteindre les victimes. Le manque de moyens implique souvent des amputations forcées pour faciliter l'extraction des victimes coincées. Amputations que ces Palestiniens lambda ont dû pratiquer sur les lieux des attaques. Il n'y a pas d'équipement. S'il y en avait eu, nous aurions peut-être sorti 80% des survivants des décombres.
Nous avons dû amputer nous-mêmes les jambes de 3 personnes pour les sauver et pour les sortir vivantes. Il y a encore beaucoup de monde sous les décombres. Les efforts déployés ont échoué faute de matériel. Il est urgent de travailler au sauvetage des citoyens et de soutenir la défense civile avec les véhicules et les équipements nécessaires pour qu'elle puisse mener à bien sa mission humanitaire au milieu des bombardements continus. Les attaques sionistes à Gaza n'épargnent ni les civils, ni le personnel soignant, notamment les secouristes, directement visés dans le cadre de leur mission. Selon les estimations des Nations Unies, il faudra au minimum 5 ans pour retirer les décombres de Gaza, décombres sous lesquels des milliers de Gazaouis seraient ensevelis depuis le 7 octobre 2023. Des centaines de familles contraintes à se déplacer encore et encore. L'occupation sioniste a ordonné dimanche aux habitants de Khan Younes à évacuer la zone en raison d'une attaque imminente. De nouveaux ordres d'évacuation forcés qui laissent les Palestiniens désemparés. Madame Zianzitouni. L'endroit n'est qu'un amas de décombres et de débris de tentes bombardées. Après un ordre d'évacuation, l'occupation sioniste a bombardé des dizaines de tentes à Khan Younes, au sud de l'enclave. À 5 heures du matin, nous avons trouvé des gens qui couraient sans se rendre compte. Nous avons été réveillés par des bruits, ils ont annoncé un exode. Nous avons fui avec les autres et à notre retour, nous n'avons trouvé ni tente ni rien. Nous sommes dans la rue, comme vous pouvez le constater, nous sommes fatigués. Combien de temps allons-nous rester ainsi? Trouvez-nous une solution. Les bombardements n'ont tué ni blessé aucune personne déplacée, mais ils ont laissé des dizaines de familles déplacées sans abri dans la bande de Gaza. Il y avait 150 tentes ici, 150 familles dans ce quartier. Il n'y a plus aucune tente, plus rien, plus rien. Nos maisons ont été détruites, nos tentes ont été détruites. Que ferons-nous ensuite? Où irons-nous? Raed Rejib, l'une des personnes déplacées qui a perdu sa tente à cause des bombardements, a déclaré qu'un centre de l'UNRWA avait également été ciblé dans la même zone. Les avions de guerre israéliens ont pris pour cible l'ensemble du camp. Ils ont bombardé le centre de distribution d'aide affilié à l'Office de secours et des travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. Parmi ces produits censés être distribués à 8h30 aux familles du camp, il y avait des couches et des couvertures pour bébés fournies par l'Office. Malheureusement, toute cette aide a été endommagée par les missiles d'occupation. L'entité sioniste a imposé un blocus depuis un mois sur la nourriture, le carburant et l'aide humanitaire, ce qui a laissé les quelques 2 millions de Palestiniens du territoire confrontés à de graves pénuries, alors que les réserves diminuent. C'est une tactique que les organisations de défense des droits de l'homme considèrent comme un crime de guerre. L'occupation sioniste a affirmé que suffisamment de fournitures étaient entrées à Gaza pendant le cessez-le-feu de 2 mois. Mais les organisations d'aide ont contesté cette affirmation. Un génocide qui a eu lieu à ciel ouvert, au su et au vu de la communauté internationale coupable, aujourd'hui de non-assistance à un peuple en danger. La situation loin de s'apaiser en Cisjordanie occupée, l'agence de presse palestinienne Wafa a rapporté que les forces d'occupation sionistes ont lancé ce lundi une campagne de raids et d'arrestations dans plusieurs gouvernorats. L'agence a expliqué que les forces d'occupation ont arrêté 5 Palestiniens lors d'une campagne de raids qui a inclus Jenin, Naplouse et Beit Laham et en ont détenu d'autres, dont des enfants, ajoutant qu'un certain nombre de Palestiniens ont été asphyxiés lors d'affrontements avec les forces d'occupation. Et du côté de la mer Rouge, des frappes aériennes américaines ont ciblé dans la nuit de dimanche à lundi une usine à l'ouest de la capitale yéménite Sanaa, tuant un certain nombre de civils. Les Houthis ont confirmé dans un communiqué que 7 Yéménites ont été tués et 13 autres blessés lors de 3 raids américains ciblant l'usine de céramique Al-Sawari à Bani Matar, le plus grand district du gouvernorat de Sanaa.
Et en parallèle, les défenses aériennes Houthi ont annoncé avoir ciblé avec succès et abattu un drone américain MQ-9 dans l'espace aérien du gouvernorat de Hadja au nord-ouest du pays, précisant qu'il s'agissait du 4e drone abattu en seulement 2 semaines. Nos défenses aériennes ont abattu avec succès un drone américain MQ-9 hostile alors qu'il effectuait des missions dans l'espace aérien du gouvernement de Hadja. Le drone a été abattu à l'aide d'un missile sol-air de fabrication locale. Il s'agit du 4e drone abattu par nos défenses aériennes en 2 semaines et du 19e depuis le début de la campagne de conquête promise et jihad sacré en soutien à Gaza. On ouvre le dossier du nucléaire. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères a annoncé une visite du directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique à Téhéran mercredi prochain. L'agence de presse officielle iranienne IRNA, citant ce lundi Kazem Garibabadi, a noté que Raphaël Grossi se rendrait à Téhéran sans fournir plus de détails concernant le contenu du programme de sa visite. Le ministre néerlandais des Affaires étrangères a annoncé que le prochain cycle de négociations indirectes entre les États-Unis et l'Iran concernant le programme nucléaire de Téhéran se tiendra à Rome samedi prochain. Le chef de la diplomatie néerlandaise a confirmé ce rendez-vous lors d'une réunion de l'Union européenne. Des sources diplomatiques à Rome ont également confirmé la même information à l'agence de presse britannique Reuters. Pour rappel, samedi dernier, le sultanat d'Oman avait accueilli les premières discussions indirectes entre les délégations de Washington et de Téhéran concernant le programme nucléaire iranien. À ce propos, pour Ismail Baqai, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, les mesures de sanctions prises contre l'Iran sont, je cite, non constructives et destructrices. Je vous propose de l'écouter. Les sanctions des Européens sont définitivement illégales et nous considérons une telle approche comme non constructive et destructrice et juridiquement parlant, elles sont rejetées et condamnées. Il est impératif de mettre en place des garanties quant au respect des engagements. La question des garanties est particulièrement importante compte tenu des promesses non tenues par le passé. Si Dieu le veut, l'équipe de négociation poursuivra ses travaux en tenant compte de tous ces facteurs et points, et tant que le langage des sanctions, des pressions, des menaces et des intimidations persistera, les négociations directes n'auront pas lieu. Depuis la capitale éthiopienne Addis Abeba, le ministre d'État algérien, ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf a rencontré ce lundi le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf. À cette occasion, le chef de la diplomatie algérienne a échangé les vues et les analyses concernant les principaux dossiers et questions d'actualité au niveau continental. Les parties ont également examiné les moyens de renforcer la coopération et la coordination entre l'Algérie et la Commission de l'UA, afin d'unifier les efforts et relever les différents défis auxquels fait face le continent africain. Et dans ce contexte, Ahmed Attaf a également eu des entretiens bilatéraux avec la vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, la diplomate algérienne Selma Malika Haddadi, et ce à la veille de sa participation aux travaux de la 24e session extraordinaire du Conseil exécutif de l'UA. Cette rencontre a permis, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de discuter des efforts continentaux visant à développer la gouvernance administrative et financière au niveau de l'Union africaine et des démarches à même de permettre à l'organisation continentale de renforcer ses capacités à relever les défis croissants en matière politique, sécuritaire, économique et de développement. Ahmed Attaf a aussi eu des entretiens bilatéraux avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération au développement de la République du Burundi, Albert Shinjiro. Les discussions ont permis de discuter des points à l'ordre du jour, selon toujours le même communiqué du ministère des Affaires étrangères. L'Algérie et l'Éthiopie qui ont d'ailleurs réaffirmé dimanche à Addis Abeba leur soutien au droit du peuple du Sahara occidental à l'autodétermination, toujours en marge des travaux de la 5e commission mixte algéro-éthiopienne.
La déclaration conjointe ayant couronné la fin des travaux de la Commission souligne l'engagement des deux pays envers les différentes décisions du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale de l'ONU relatives au parachèvement du processus de décolonisation en général et leur soutien et attachement à la mise en œuvre de toutes les décisions émanant de ces deux organes centraux de l'ONU et relatives aux droits du peuple sahraoui à l'autodétermination et au cadre juridique de ce territoire plus particulièrement. Sahara occidentale toujours, le responsable des communautés sahraouies en France, Mohamed Ahmed, a fermement condamné les attaques répétées, les provocations systématiques dont a été victime la marche de la liberté, exigeant la libération des prisonniers politiques sahraouis de Gdeymizik. Dans un discours prononcé lors d'une cérémonie organisée dimanche à Bordeaux, Mohamed Ahmed a souligné que ces attaques perpétrées par des membres de la communauté marocaine qui ont bloqué le parcours de la marche à plusieurs stations et ont ciblé ses participants représentent, je cite, une tentative désespérée de faire taire la voix de la vérité et de la fermeté sahraoui et une consécration de la méthodologie de la répression et des menaces qui cherchent à anéantir les justes revendications des Sahraouis. Il reflète également la faillite morale de ces éléments. Fin de citation. Le mouvement anti-normalisation au Maroc, plus actif que jamais, le Front marocain de soutien à la Palestine et d'opposition à la normalisation a annoncé l'organisation d'une nouvelle marche populaire à Casablanca et d'une marche similaire à Tanger dimanche prochain, en signe de rejet de l'accostage de navires militaires sionistes dans les ports des deux villes marocaines. Dans un communiqué publié ce lundi, le Front a condamné l'insistance du régime du Mersenne sur son alliance avec l'entité sioniste sur tous les fronts, et ce, malgré ces crimes brutaux et ces massacres, ce qui constitue selon ce dernier une trahison de la cause palestinienne et une menace imminente pour le Maroc. Et on poursuit ce journal avec les derniers développements sur le terrain dans le conflit au Soudan. Des sources militaires soudanaises ont annoncé que les forces de soutien rapide ont bombardé le camp de personnes déplacées d'Abou Chouk, Al-Fasher, dans l'état du Darfour du Nord, avec de l'artillerie lourde, et ce, un jour après avoir pris d'assaut et pris le contrôle du camp de réfugiés de Zamzam. Pour rappel, les FSR bombardent et assiègent le camp depuis vendredi, faisant plus de 300 morts et des dizaines de blessés. Et face à cette situation de guerre, plus de 12 millions de personnes ont été contraintes de quitter leur foyer au Soudan depuis le début du conflit qui secoue le pays. Selon la représentation soudanaise de l'Organisation internationale pour la migration, un retour massif de réfugiés vers la capitale Khartoum était observé depuis plusieurs semaines, malgré une situation sécuritaire toujours instable et un accès limité, voire inexistant aux services essentiels nécessaires pour une vie décente. La famine, conséquence directe de la guerre au Soudan, près de 25 millions de personnes, soit la moitié de la population, luttent chaque jour pour se nourrir, alors que dans certaines zones, la famine ne menace plus, elle tue déjà. Face à cette catastrophe silencieuse, le Programme alimentaire mondial appelle à la levée immédiate de toutes les restrictions. Les détails, Maria Chouilleur. Au Soudan, la situation humanitaire se dégrade à un rythme alarmant. Les combats, les déplacements massifs de population et les restrictions d'accès entravent gravement l'acheminement de l'aide. Le Programme alimentaire mondial tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme. L'agence onusienne appelle à la levée immédiate des restrictions qui bloquent l'accès à certaines zones critiques, notamment au Darfour. 2 years since the onset of the war, Sudan has now become the world's largest. 2 ans après le début de la guerre, la famine s'est installée dans certaines régions du Darfour et se propage. Pour inverser la tendance, le PAM a besoin d'un accès pour atteindre les personnes isolées par le conflit. Tous ces défis surviennent à un moment où les ressources humanitaires mondiales diminuent. Nous savons qu'il est impossible d'enrayer une famine uniquement par la nourriture. Il faut des soins de santé, de l'eau et des installations sanitaires. Environ 25 millions de Soudanais sont déjà en situation d'insécurité alimentaire aiguë, un chiffre en constante augmentation.
Le PAM avait déjà alerté que sans accès humanitaire, le pays pourrait basculer dans une catastrophe encore plus profonde. Sur le terrain, les déplacés racontent leur quotidien entre violence, pénurie et souffrance. Même si notre maison a brûlé et que je n'ai pu sauver que mes filles et que nous n'avions rien, je suis toujours reconnaissante. Nous sommes arrivés à Senaïa alors que j'étais enceinte de 6 mois et la situation était difficile. Nous n'avions rien à manger. Mon accouchement a été très difficile car je souffre d'anémie. J'essaie d'allaiter mon bébé, mais je n'arrive pas à produire de lait. Comme Aoudia, des millions de mères se battent pour survivre. Leur seul espoir, que l'aide puisse enfin leur parvenir. Pendant ce temps, le Programme alimentaire mondial appelle à la levée immédiate des restrictions d'accès. Car sans corridor humanitaire, sans soutien international, la famine continuera de s'étendre en silence. On en parlait tout à l'heure en titre, c'est une victoire haut la main pour le général Brice Oligui Nguema, tombeur de la dynastie Bongo pour les présidentielles gabonaises. Élu avec plus de 90% des voix selon les premiers résultats annoncés par le ministère de l'Intérieur, il s'engage dorénavant à devenir le président du pays pour les 7 prochaines années, au grand bonheur de ses partisans. Oligui Nguema, Brice Clotaire, 575 222 voix, soit 90,35%. Est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés avec 575 222 voix, soit 90,35%. Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, je vous remercie. 19 mois après son coup d'État, Brice Clotaire Oligui Nguema déclara suite à sa victoire, je cite, qu'il n'y a pas de bonheur sans effort, ajoutant qu'il fallait maintenant tourner la page de l'élection présidentielle et construire ensemble le pays. On écoute. Comme je vous le dis, pendant la campagne électorale, et je vous l'ai dit, il n'y a pas de félicité sans effort. Demain est un jour de travail. Nous devons désormais tourner la page de l'élection présidentielle. Notre pays est en chantier. Je vous invite à reprendre vos activités professionnelles. Coup d'envoi ce lundi des travaux du forum scientifique sur la migration organisé par le ministère algérien de l'Intérieur au Centre international des conférences d'Alger. Dans son allocution à l'ouverture des travaux de ce forum de 3 jours, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Red, a affirmé que le trafic de migrants est l'un des crimes les plus dangereux qui menacent les sociétés d'aujourd'hui, au vu des énormes profits qu'ils génèrent, ce qui en fait une activité clé des réseaux criminels qui exploitent la souffrance humaine pour obtenir des revenus financiers illicites. Partant de cette optique, ce forum constitue, selon le ministre, une occasion précieuse d'échange d'expertise et de connaissances dans ce domaine. Dans ce sillage, j'ai vu le développement que connaissent ces phénomènes criminels en lien avec les réseaux de trafic d'armes, de narcotrafic et les organisations terroristes. L'approche unilatérale adoptée par différents États a prouvé les limites de son efficience, révélant la nécessité de l'adoption d'une réponse coordonnée et de complémentarité entre les États et les organisations internationales pour faire face et stopper ces réseaux criminels et afin d'assurer la protection des victimes contre les différentes formes d'exploitation et de violation des droits fondamentaux. Ceci implique la mise en place d'une profonde coopération et la coordination des efforts, ainsi que la création de synergies entre les différents intervenants. Au vu des grands efforts déployés afin de faire face au phénomène du trafic de migrants et de la traite humaine, je ne manquerai pas ici de saluer le niveau de coopération et de coordination que nous avons atteint avec les organisations internationales agissant dans ce domaine, à l'instar de l'Organisation internationale pour les migrations, avec laquelle nous avons enregistré dernièrement le plus haut niveau de coopération, notamment à travers les grands progrès enregistrés et la gestion exemplaire et efficace des programmes de retour volontaire des migrants clandestins et leur réinsertion dans leur pays d'origine. Grâce à l'étroite coopération avec cet organisme, nous avons pu, pendant l'année 2024, faciliter le retour volontaire de plus de 8000 migrants clandestins dans les meilleures conditions. Nous avons également mis en place un plan très ambitieux pour cette année. Conflit en Ukraine, une attaque de drone imputée par l'Ukraine à Moscou a blessé 8 personnes dans la ville portuaire d'Odessa sur la mer Noire dimanche soir.
Selon un responsable régional ukrainien, l'attaque a endommagé plusieurs maisons, un établissement médical et un entrepôt. Et voilà, madame, monsieur, on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux, bien en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'actu continue sur Al24 News. Au revoir.